Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez André, vous avez 52 ans, vous êtes marié depuis longtemps, vous êtes père de 3 enfants, vous ne vous êtes jamais drogué, Non. vous ne buvez même pas, vous Non. m'avez confié. Donc vous exercez dans la restauration depuis plus de 30 ans, Oui. avec passion, Et je voulais préciser aussi, je fume pas. vous ne fumez même pas. Donc vous avez tout d'un parfait anonyme, vous avez une vie totalement normale à ce jour. Et pourtant, ça fait 39 ans et un jour aujourd'hui Oui. qu'un événement extraordinaire s'est abattu sur vous. Donc cet événement, peu de personnes sont au courant à l'heure actuelle et connaissent votre secret. Vous n'avez jamais souhaité vous faire connaître. Et même aujourd'hui, vous souhaitez encore qu'on garde votre identité secrète pour l'instant et qu'on floute votre visage. Donc ce n'est pas une question de publicité si vous Non. êtes ici. Non. Vous-même, vous vous posez encore beaucoup de questions sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous avez encore à vivre. Mais vous savez une chose, parce qu'on vous l'a dit ce 29 mars 1981, c'est que le destin aujourd'hui, en 2020, il est à votre porte et qu'il frappe. Donc ce même destin nous a fait nous rencontrer par messagerie. Nous sommes déjà rencontrés ensemble, face à face, nous avons eu l'occasion de discuter. Tout à fait. Donc nous faisons cette interview aujourd'hui. Donc le contexte, eh bien, il est très particulier puisque en mars 2020, le monde subit une crise sanitaire et économique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Un tiers de la population mondiale est confinée chez elle, dont la France. On n'a aucune visibilité sur l'avenir et vous avez choisi de révéler donc, à ce moment-là votre histoire. Donc je voudrais qu'on commence peut-être pas par le cœur de ce qui vous est arrivé, mais par votre naissance, l'année de votre naissance, Oui. parce qu'il y a eu aussi un événement qui est peut-être significatif et qui sera intéressant de raconter. Vos parents sont italiens, ils sont arrivés en France dans les années 50, ils se sont installés à Arcueil dans le Val-de-Marne. Vous êtes né le 22 février 1968 dans le 14e arrondissement de Paris. Donc jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Mais quelques mois plus tard, en mai 1968, alors que la France est en pleine période révolutionnaire, là, les choses commencent à se gâter. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, André, qui avait 3 mois à ce moment-là? Ce jour-là, au début du mois de mai, j'ai des excès de fièvre très violents. Ça oblige mes parents, surtout ma maman, à appeler un médecin qui ne va pas répondre en fait à sa détresse et à ma détresse. Il décide d'aller à l'hôpital Necker, qui est l'hôpital des enfants malades. Alors, à cette époque-là, ils habitaient Gentilly, qui est limitrophe avec Arcueil. Et puis, ils décident de braver les barricades, on va dire, Oui. puisque là, on est en plein cœur des affrontements de mai 68. Circuler dans Paris, c'était un vrai calvaire. C'était En mai impossible. 68. C'était impossible. Et ils vont pas réussir à aller finalement à l'hôpital Necker. Ils vont finalement retourner en arrière et puis aller chez ce médecin qui leur avait indiqué d'aller à l'hôpital Necker. Alors je sais pas, je pourrais pas expliquer puisque j'avais que 3 mois à l'époque. C'est mes parents qui me racontent ça. Bizarrement, le médecin a dit que c'était un excès de fièvre et que ça allait passer en fait. D'accord. Lui, il n'a pas fait d'examen complémentaire, Non. comme vous auriez pu avoir si vous aviez atteint l'hôpital. Non. Donc, simplement une fièvre, et puis les choses se sont arrêtées là. Voilà, Seulement, exactement. le problème, c'est que quelques mois après, le 22 septembre 1968, Voilà. la fièvre reprend de plus belle. Ah oui, là c'est des convulsions, c'est un œdème qui apparaît sur l'œil. Là, Ses parents, là, il décide d'aller à l'hôpital Necker de nouveau. cette fois qui est accessible. C'est accessible, c'est différent, on n'est plus en mai 68. Donc si on fait le calcul, je venais d'avoir 7 mois, tout juste. Et puis ils arrivent à l'hôpital Necker et puis je suis pris en charge par un service de pédiatrie. Dans les premiers temps, ils ont une suspicion de méningite parce que
sont les symptômes en fait. Ça sera confirmé le lendemain. Mais cette nuit du 23 septembre, elle est spéciale. Elle est spéciale parce que déjà les médecins qui étaient sur place, vu mon état de santé, ont fait comprendre à mes parents que je ne passerais pas la nuit en fait. En fait, la méningite s'était développée depuis le mois de février. Apparemment. Vous pensez qu'elle courait? Moi je ne suis pas spécialiste. En phase terminale. Oui. Voilà, et en septembre, donc, quand vous êtes arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit à vos parents que vous ne passeriez pas la nuit, etc. Voilà, ça a été c'était trop développé, en fait, quand ils ont constaté qu'elle était là. En fait, ça a été diagnostiqué méningite bactérienne. Bactérienne, voilà, parce qu'il y a deux types de méningites virales qui sont les méningites bénignes, qui se soignent toutes seules, et les méningites bactériennes qui nécessitent des traitements antibiotiques, qui sont les plus graves. Alors il faut imaginer qu'en 1968, c'est pas 2020. Bien sûr. Un enfant, un bébé, un nourrisson de 7 mois, qui a quasiment aucune possibilité de s'en sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents. Cette nuit du 23 septembre, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait un miracle, en fait. À partir de là, tout s'est enchaîné. Le lendemain matin, j'avais plus d'excès de fièvre. Tout avait disparu le lendemain matin. Tout avait disparu, sauf une chose. J'avais une tache qui était apparue. Alors elle est placée à un endroit que je ne vous montrerai pas parce que... Sur votre cuisse? Tout en haut de ma cuisse, au niveau de mes parties intimes, on va dire ce qu'il est. Les spécialistes, en fait, les gens qui connaissent un peu les méningites, ils appellent ça une tache hémorragique, en fait. Oui. D'ailleurs, j'ai pu voir votre carnet de santé. C'est bien marqué apparition d'une lésion inexpliquée. Inexpliquée. D'ailleurs, c'est ça, en fait, le terme, c'est qu'elle n'avait pas de raison d'être là, cette tache-là. C'est après qu'on a compris surtout moi, qui ai compris ce que c'était. C'était une tache qui était arrivée comme ça, du jour au lendemain. Mais ce qui va s'avérer une tache va prendre la forme, disons, d'un poisson en fait. Voilà. Et les méningites bactériennes laissent fréquemment des séquelles qui peuvent être très graves, de type neurologique, de l'audition. Ah oui. Et vous n'avez eu aucune séquelle, donc le lendemain vous étiez totalement guéri. Ah oui, c'était subitement en une nuit, sauf ces lésions qui sont encore là aujourd'hui. Oui. Et alors, si on raconte cette histoire, c'est parce qu'elle s'est passée donc du 22 au 23 septembre. Je suis arrivé le 22 septembre 1968 à l'hôpital Necker. Voilà. Et dans la nuit, donc, on imagine vos parents qui étaient sûrement dans un état de panique totale. Ils étaient en contact avec votre famille dans le sud de l'Italie. Oui. Et donc, si l'on évoque ça, c'est parce que en Italie, il s'est passé aussi un événement lors de cette même nuit du 22 au 23 septembre 1968. Et cet événement, c'est la mort de Padre Pio. Est-ce que vous voulez commenter ça? C'était le 23 septembre 1968. Mes parents, ils étaient inquiets pour mon cas. Et puis ils étaient en relation avec l'Italie, avec la famille. Et les Italiens, puisque mes parents sont originaires du sud de l'Italie, les Pouilles, eux étaient inquiets pour l'état de santé de Padre Pio, qui est un saint très connu dans le monde entier. Très populaire en Italie. Mais ils n'ont pas fait l'amalgame, on va dire. Bien sûr. Ça n'avait rien à voir, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Padre Pio est décédé à 2h30 du matin. Et c'est à 2h30 du matin que l'infirmière qui est venue m'ausculter a vu cette tache hémorragique apparaître. Puisque c'est indiqué dans le carnet de santé. Alors cette tache hémorragique, elle a pris une forme depuis. Au bout de 52 ans, elle a pris la forme d'un poisson. Alors je suis né le 22 février. C'est un petit clin d'œil, je suis un poisson, mais
Ce poisson-là, il a une forme bizarre. Il a, en plus d'être une forme de poisson, au bout de sa tête, il y a une tête qui sort. Un grain de beauté, en fait, qui a la forme d'un visage et qui saigne depuis 52 ans. Voilà, c'est pas compliqué. C'était à l'hôpital Necker. Vous avez essayé, dans les années qui ont suivi, de consulter votre dossier et ça vous a toujours été refusé. Oui, bien plus tard. Bien sûr, quand vous étiez adulte. J'ai été curieux un peu comme pour être n'importe qui. En savoir plus j'ai sur voulu, cette nuit. À plusieurs reprises essayer de comprendre parce que mes parents avaient ce récit-là et puis moi j'avais cette tâche aussi qui était là et qui était omniprésente et qui l'est toujours. Et j'ai essayé de comprendre, surtout après les événements que l'on va raconter. Voilà, du 29 mars 1981. J'ai essayé de comprendre et on m'a toujours refusé en disant, en prétextant qu'il y avait eu des problèmes informatiques dans les années 68 et puis que voilà, que c'était pas possible d'accéder à mon dossier, qu'il était introuvable. Dieu merci, j'ai toujours sur mon carnet de santé. Voilà, il y a la trace sur le carnet de santé voilà. qui authentifie de ce que vous avez vécu, puisque tout à fait. Le dossier, le mystère, il est gardé secret. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, vos parents habitaient en France à l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils décident de retourner en Italie? Alors mes parents sont arrivés dans les années 50 en France. Je vais juste faire une petite parenthèse pour expliquer que mon papa est né dans le sud de l'Italie, ma maman aussi. Alors ma maman, je peux le dire, elle porte le nom de Saint-Germain. Elle fait partie de ces anciennes familles que Charlemagne, on va dire, avait envoyées à Tarente. D'ailleurs, il y a un château qui porte ce nom, qui s'appelle le château Argonese de Charlemagne. Elle est vraiment née là-bas et toute sa famille est ici, de génération en génération. Mais elle avait cette âme de vagabonde qu'avaient les enfants à une époque. Elle avait envie d'aller conquérir le monde et elle est venue au début des années 50 en France. Et donc en 1981, peut-être que vos parents avaient un petit peu le blues de l'Italie, et donc là une opportunité se présente à cette époque. Oui, c'est pas qu'ils s'étaient lassés de la France, ils adoraient la France, mais ils avaient envie de retourner en Italie. Voilà. Leur cœur battait encore un peu en Italie aussi, et là, une occasion de reprendre un restaurant, je crois. Oui, tout à fait. C'est présenté, une occasion à saisir. Voilà. Il fallait partir tout de suite, c'était au début du mois de février 1981, donc j'étais moi le plus petit et ma sœur qui a 2 ans de plus que moi. Ils ont décidé brusquement de partir, en fait, de nous déscolariser tous les deux et puis de partir prendre cette affaire. C'était l'objectif, en fait, de prendre immédiatement et pas plus tard cette affaire, parce que l'occasion se présentait. Donc c'était en février 1981. Oui. Ouais. Moi j'avais 12 ans, j'avais pas encore fêté mes 13 ans. Nous sommes arrivés au début du mois de février. Donc vous arrivez dans ce petit restaurant qui s'appelait Circolo Alzese. Oui, ça s'appelait le Circolo Alzese, c'est dans le petit village de Alzo di Pella, qui se trouve malheureusement dans la région entre le Piémont et la Lombardie. Qui est en ce moment frappé de plein fouet par la pandémie. Catastrophique. Donc nous sommes arrivés au début du mois de février 1981 et puis... Donc là vous ne pouviez pas aller à l'école puisque c'était en pleine année scolaire. Tout à fait. Donc vous étiez déscolarisé. Oui. Un ami de vos parents vous emmenait au stade du village pour que vous vous occupiez en voiture et vous remontez le soir au village, voilà, que vous regagniez la maison en voiture. Exactement. Voilà. Et donc un soir, le 29 mars 1981, il pleuvait, le temps était à l'orage. Toute la région, ça faisait 2-3 jours qu'il pleuvait. Mais bon, moi, j'avais que ce moyen de m'évader, c'était d'aller jouer au foot. Et donc j'allais dans ce petit village qui est à côté de Alzo di Pella, qui s'appelle San Maurizio do Paio. Alors il faut imaginer un peu
Ça surplombe le lac d'Horta, c'est un endroit qui est magique. C'est une région magnifique, oui. Tout à fait. Tout en lac et en montagne. Tout à fait. Donc ce soir du 29 mars 1981, ça faisait un peu plus d'un mois qu'on était arrivé. Il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Il avait l'habitude de me laisser toujours au rond-point ou de m'emmener à la maison. Ce soir-là, il était pressé, d'autant plus que quand on était parti au terrain de football, il n'y avait personne, il pleuvait, c'était trempé. Donc, je me revois encore arriver au rond-point. Il m'a dit, bah, écoute, tu es à 200 mètres de chez toi, tu peux remonter la rue. Et je lui ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi... Donc on était en fin de journée? Ah oui. Il était plus de 21h. Ah d'accord. On était même le soir. Oui, le soir sous la pluie. Donc vous étiez tout seul dans la rue, en gros. Oui, bah c'était pas non plus... vous savez, moi j'arrivais de la banlieue parisienne. À Zoutipella, c'était la campagne pour moi. C'était différent. Le désert. C'était pas pareil. Hein. Ouais. Vous savez, un désert de rêve. Ah oui, de rêve. Moi qui suis né dans une barre d'HLM, j'avais vu sur le périphérique à Gentilly. Et donc là, vous arrivez dans cette rue, il vous pose au rond-point sous la pluie, il te dit allez, tu peux faire les 200 mètres à pied pour rentrer chez toi. Donc vous commencez, vous remontez la rue. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'évoque ce passage-là, c'est à la fois traumatisant et puis ça me remet, on va dire, à cheval, quoi, en fait. Au moment où je suis arrivé face à l'église, puisque l'église était à ma droite, elle surplombe d'ailleurs le lac. Voilà, vous habitiez dans la rue de l'église. Voilà, j'habitais tout en haut. Vous passiez devant pour arriver au petit restaurant. Voilà, exactement. Le restaurant se trouvait tout en haut, à peine 150 mètres de l'église. Quand je suis arrivé au niveau de l'église, il y a eu des lumières qui se sont mises face à moi. Elles ont commencé à tourbillonner, et puis elles ont commencé à prendre une couleur aussi. Celle du milieu était blanche, d'un blanc que je ne pourrais même pas décrire aujourd'hui, en fait. Celle de droite était vert, c'était un vert très intense, lumineux, et puis celle de ma gauche était bleue. Mais aussi ce bleu ciel. Dans un premier temps, j'ai cru qu'il y avait une voiture derrière moi qui faisait des appels de phare, et comme il pleuvait, je me suis retourné une fois, deux fois, et j'ai vu en fait qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de voiture. Non. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, en fait. Jusqu'au moment où vraiment elles se sont figées devant moi. Et là, ça a été... Et là, vous avez commencé à entendre un sifflement d'abord, et puis... J'ai entendu des mots. Des mots. Ouais. Des mots. Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots. Et ces mots étaient prononcés en français. Oui. Plus. Ça vous a étonné, puisque vous étiez en Italie. Bah, là, là, j'ai compris que ça s'adressait à moi, en fait. Ouais. C'est là que j'ai vraiment réalisé. Mais j'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. J'avais envie de partir. J'avais envie de courir. Il suffisait que, dans ma tête, que je puisse traverser ces lumières. Vous aviez peur. C'était pas possible. Vous sentiez que quelque chose... Ne serait-ce que là, que je suis en train de l'évoquer, j'ai les mains qui tremblent. C'était pas possible. C'était pas possible. Et puis, de toute manière, je savais qu'elle s'adressait à moi, en fait. J'ai commencé à entendre des bruits. J'entendais dans la lumière blanche des sons. J'arrivais pas à les percevoir, en fait. J'entendais. C'était comme des bruits de foule, en fait. Et là, vous avez entendu tuer André. Oui. C'est la lumière bleue qui était à ma gauche. C'est là que j'ai entrevu le visage de cette femme. C'était voilé, donc. Et quand elle a dit mon nom, je me suis entendu dire oui, c'est moi, effectivement. Et puis celle de la droite, qui était la lumière verte, elle a continué à me réciter des mots qui ont pris forme de messages, en fait. Oui, vous avez reçu plusieurs messages ce jour-là, entre autres. J'ai reçu en tout et pour tout 7 messages. 7 messages. 7 messages. Et il s'est passé quelque chose oui. d'extraordinaire. Racontez-nous. Je ne sais pas si on peut dire extraordinaire, mais... Je pense que le mot est même faible.
J'ai eu à un moment envie de partir, comme je vous l'ai évoqué, et puis finalement, je me suis approché de cette lumière blanche, et elle m'a totalement aspiré. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des objets. Alors, c'était pas des objets comme on peut trouver, j'avais l'impression que c'était du sable, des cailloux qui me projetaient au visage. J'avais l'impression d'être comme dans une machine à laver. Comme des particules qui... Voilà, exactement, qui tourbillonnaient autour de moi. Ça a été immédiat. Immédiat. Donc vous êtes rentré dans la lumière. Enfin, c'est plutôt elle qui est rentrée dans... C'est elle qui est rentrée en moi, en fait. Et là, vous avez vu quelque chose? J'ai du mal à le dire parce que je vous l'ai évoqué, je ne sais pas si on peut le dire, en fait. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose. Un visage? Ouais, c'est plus qu'un visage. J'ai vu cet homme en blanc qui était devant moi. Qui était? Moi, je tiens à le préciser, je veux que les gens comprennent tout de suite. Même si papa et maman étaient italiens, j'ai dû aller 2 ou 3 fois dans ma vie à l'église. Après, j'étais pas un croyant, en fait. Je suis peut-être, au fil des années, devenu croyant. Je suis devenu croyant parce que j'ai vu, en fait. Et j'ai entendu. Il était là devant moi, et puis il m'a dit cette phrase qui est gravée en moi, en fait. C'était surréaliste, mais c'était vrai, en fait. Il m'a dit, je t'ai choisi, tu es venu pour vaincre et tu vaincras. Là, vous parlez de? C'était Jésus. Jésus-Christ. Oui, c'était bien lui. Du moins, c'est comme ça que je l'ai... Vous étiez face à Jésus-Christ, ouais, qui vous a délivré donc ce message que vous venez de nous dire. Et ensuite, vous avez vu un autre visage qui était celui de Jean-Paul II. Du pape Jean-Paul II, ouais, qui avait été élu depuis... il a été élu en 78. D'accord, donc il était pape depuis 3 ans. Voilà. Et on était donc le 29 mars 1981. Et donc ce pape, il se passe quelque chose dans cette vision. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ce nuage blanc, on va dire. Oui. Vous avez l'impression qu'il vous regarde aussi, qu'il vous voit? Ah, mais c'est l'impression, c'est plus qu'une impression. C'est comme si vous regardiez une flaque d'eau, en fait. Vous regardez votre visage dans une flaque d'eau. Et plus vous vous approchez de la flaque d'eau, et puis vous voyez son visage. En fait, c'est pas le reflet de votre visage que vous voyez. Moi, je voyais le reflet de Jean-Paul II, en fait. Je le voyais là, et puis j'ai vu sa main s'approcher du visage. Et là, j'ai compris, en fait, qu'il me tendait sa main. Alors, j'ai dû me débattre, parce que il faut que je vous explique. J'avais l'impression que derrière, dans ce nuage, il y avait quelqu'un qui me tenait. Je suppose que c'était la femme dans la lumière bleue. Je sentais sa main me toucher. Vous sentiez qu'on vous maintenait quelque part face à Jean-Paul II. Exactement. Qu'on m'en retenait surtout, pour ne pas être absorbé par ce tourbouillon, enfin par cette lumière qui était là. Et à ce moment-là, il m'a tendu sa main. Et là, vous l'avez saisie? J'ai hésité parce qu'elle était loin pour moi. Mais en fait, elle était plus proche. Et quand j'ai voulu saisir sa main, j'ai ressenti une douleur qui a été indescriptible. Une immense douleur. Une douleur qui m'a terrassé. J'ai commencé à crier. J'ai appelé d'abord en italien. Les quelques mots que je connaissais, c'était aiuto, aiuto, ce qui signifie au secours. J'étais un enfant, je commençais à pleurer. Et je ne savais pas si j'avais saisi sa main ou pas. Mais la douleur, elle était là. La douleur, en tout cas. Ouais. La douleur, elle était... J'avais qu'une envie, c'est sortir de... Donc là, vous luttez pour enlever votre main de cette vision. Exactement. De cette lumière. J'arrive à m'extraire grâce à l'aide de cette main qui était derrière moi. J'arrive à m'extraire et puis je me retrouve au milieu de la place
Parce qu'il s'agit d'une petite place. Et là, la lumière blanche, elle est là, mais sans être là. Et puis, elle me tend une pierre. Et j'avais la main ensanglantée. Ouais, vous regardez votre main, elle est pleine de sang. Elle est ensanglantée. Et pourtant, vous constatez qu'il n'y a aucune blessure dessus. Je regarde si quelque chose m'avait perforé ou quoi que ce soit, en fait. Parce que j'avais ressenti cette douleur, mais quand je suis sorti, je ressentais plus du tout la douleur. Par contre, ma main était ensanglantée de sang, en fait. Et je vois cette pierre-là qui était d'une blancheur. Et cet homme vert qui était à ma droite et qui me dit de noter un N, un I et un A. Il vous fait noter 3 lettres sur Je la me suis pierre, exécuté. avec le sang qu'il y avait sur la main. Exactement. Cette pierre blanche. Je note ces 3 lettres. N-I-A. Voilà. Peut-être c'était un nom. Et ensuite, la pierre tombe. La pierre tombe automatiquement et elle se met à rouler. Elle roule et elle disparaît. Et elle disparaît Vous ne l'avez plus littéralement. revue depuis ce jour. Non. Je ne l'ai jamais revue. La lumière blanche est partie. Donc cette pierre est peut-être encore quelque part, possiblement. J'ai rêvé, pour être honnête avec vous, plusieurs fois que je l'enterrais au pied de l'église qui se trouve à Alzo di Pella. Je me revois à plusieurs reprises l'enterrer. J'avais ce petit sac qui était mon sac de sport. Dans plusieurs de mes rêves, je me vois la remettre dedans et l'enterrer. Et puis, ça, c'était des rêves en réalité. Donc au niveau de cette pierre, Oui, donc la pierre. Donc j'ai écrit N et A sur la pierre. oui, C'est après de nombreuses années que j'ai compris ce que signifiait ce mot-là, en fait. NIA, pour moi, signifie non à l'intelligence artificielle. C'était exactement ce que m'avait demandé d'écrire mot pour mot le saint qui était là présent ce jour-là. et donc cette pierre, elle est tombée ensuite Elle de est votre tombée, main. elle a roulé. Et Elle a disparu. Donc là, les 2 lumières disparaissent. Voilà. Vous restez face à la lumière bleue, c'est ça? Oui. Oui. Donc La là, elle vous lumière délivre blanche, d'autres la lumière messages. blanche part, la lumière verte part directement vers l'église et elle rentre carrément dans le mur, exactement comme va le faire après ensuite la lumière bleue. La lumière bleue, là, je me rends compte qu'il y a la Sainte Vierge. Elle me délivre d'autres messages. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle va à son tour dans un mur. Et avant d'arriver dans le mur, elle se retourne face à moi, en fait, la lumière. D'accord. Donc là, vous voyez un visage de Voilà, femme. je l'avais déjà plus ou moins aperçu. D'accord. Et Donc je c'est vois- le mur de la maison qui était en face de cette église-là, Tout à qui fait. appartenait à une vieille dame. Oui, Et donc la lumière disparaît en se fondant dans le mur. Vous voyez son Exactement. visage. Voilà. Et donc on précise cela parce que vous avez appris, en regardant les actualités, alors que vous étiez rentré en France quelques années plus tard, que sur le mur de cette même maison, eh bien, une image était apparue. oui, Cette image, c'était celle de la Sainte Vierge. de la Sainte Vierge. Au même endroit identique où elle était rentrée le 29 mars 1980.
l'apparition se termine, vous rentrez chez vous. Au moment où j'ai vu que les lumières étaient parties et que j'étais tout seul sur la place, je me suis précipité chez moi, qui était pas loin en fait. C'était à peine 200 mètres, même pas 150 mètres, parce que j'avais déjà parcouru du rond-point jusqu'à la place les 50 mètres qui nous séparaient. Je suis rentré chez moi, mes parents qui travaillaient au rez-de-chaussée dans le restaurant, moi je suis monté à l'étage où on avait pris le logement et je me suis lavé immédiatement la main. J'avais la main toujours ensanglantée, j'avais sur le visage du sang parce que j'avais été touché au front par cette petite pierre qui m'avait frappé. D'ailleurs, il y avait de nombreuses pierres, mais celle-là, elle s'est démontrée après être la principale qui m'avait vraiment fait cette cicatrice au front. Donc là, vous ne racontez pas l'histoire à vos parents, hein, non, dans les médias, non. Ils voient que vous êtes quand même troublé, mais... Ah, mais cette nuit-là a été une atrocité. Et le lendemain, donc, vous décidez quand même de parler, mais pas à vos parents, en l'occurrence. C'est-à-dire que quand je suis descendu dans le restaurant, il y avait toujours cette habitude de la première heure. Ce monsieur s'appelait Monsieur Matella, et je lui dis, dans un premier temps, je lui dis, Monsieur Matella, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier soir. Il l'a tout de suite vu, il a compris, hein. Il l'a vu dans mon visage. Hein. Il m'appelait Piccolo Francese, c'était toujours son mot. Donc cet homme vous conseille de rencontrer le curé du village et de il m'emmène immédiatement, après que je l'ai commencé immédiatement, il vous prend par la main, il vous emmène voir le curé. Il me sort du restaurant, l'église qui était à moins de 500 mètres, il m'emmène chez le curé et puis là il me demande de raconter tout ce que je lui ai raconté et le reste... Donc, le curé vous écoute, il ne paraît pas surpris de ce que vous lui dites. Mais bizarrement, de ce que je me souviens, il n'était pas surpris et quand je lui évoque surtout ce sang-là, ce personnage qui était là, je ne savais pas déjà à l'époque qui était. C'est après que j'ai su que cette église était la seule église en Italie à qui on avait dédié un nom d'un saint français en fait. C'est ça qui était bizarre. Dédié à Saint-Philibert. Saint-Philibert. C'est l'église Saint-Philibert. Après cet événement, tout va de travers pour les affaires de vos parents. Finalement, ils décident de lâcher l'affaire du restaurant et puis de revenir à Gentilly, en France. Voilà, donc à la fin de l'année. Ah non, même pas à la fin de l'année. Ça s'est précipité immédiatement. Ma mère, elle a bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Déjà, j'avais dû justifier la blessure que j'avais sur le front et je lui avais dit que ça s'était passé au foot. Alors elle ne comprenait pas parce qu'elle me disait « Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de foot et puis tu avais cette blessure au front. » Bon, bizarrement, elle a cicatrisé rapidement. J'ai même pas eu besoin de faire des points en fait. Et puis voilà. Et puis mes parents ont perdu cette envie de travailler dans ce restaurant. La saison qui commençait et qui devait annoncer des beaux jours, en fait, je me suis retrouvé à revenir en France, en fait. On m'a ramené en France et puis mes parents ont fermé le restaurant, quasiment l'ont abandonné et puis sont revenus immédiatement en France. Tout se passe normalement, entre guillemets, jusqu'à cette fin d'année 1985, où Joaquin Navarro entre en contact avec vous. Alors Joaquin Navarro, c'était le porte-parole personnel de Jean-Paul II. Une rencontre plus ou moins surprenante. Et pourquoi il vient vous voir? Alors il me demande, déjà il me dit, il voulait avoir la confirmation si j'étais bien l'enfant d'Alzo. Alors moi, vous comprenez bien, à Gentilly, une personne qui arrive comme ça avec un fort accent, un costume, et qui me cite Alzo Di Pella, je veux dire, j'ai fait tout de suite le rapprochement, j'ai dit oui, bien sûr, c'est moi l'enfant d'Alzo. Enfin, j'étais à cette période-là, Alzo Di Pella. Et c'est là qu'il évoque mon éventuelle rencontre avec Jean-Paul II. Donc il me demande si je suis disponible à aller le rencontrer lorsqu'il viendra à Paray-le-Monial. L'année suivante, Jean-Paul II vient en France, à Paray-le-Monial, en octobre 86. Et il vous propose de le rencontrer, donc vous acceptez. Oui. Donc là, vous arrivez en octobre 86 dans la basilique de Paray-le-Monial. Vous êtes reçu par le père Patrick Saint-Germain. Il vous demande, il vous dit, ce doit être très important pour que le Saint-Père souhaite te rencontrer.
vous lui confirmez effectivement. Et là, vous attendez le Saint-Père donc, dans la basilique et il arrive. Donc là, le Père Patrick de Saint-Germain ouvre au Saint-Père. Oui. Déjà, ça m'avait paru tellement long cette attente que j'étais complètement déconnecté. Je ne savais plus si c'était le jour, la nuit. Ça m'avait paru tellement long. Et puis finalement, il est rentré, il m'avait demandé d'utiliser le protocole quand Saint-Père arriverait. Oui, vous avez bien briefé sur les gestes à respecter, voilà. à l'arrivée de Jean-Paul II, comment le saluer. Voilà. Et là, Jean-Paul II arrive en face de vous et qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans cette pièce-là et bizarrement, le Père Patrick de Saint-Germain ne sort pas de la pièce. Voilà. Il est de dos, le Saint-Père est de dos, donc il ne voit pas. Il pense que, effectivement, le curé est sorti de la pièce. Il a effectivement fermé la porte, mais il est resté dans la pièce. Et lui, il ne le voit pas. D'accord. Mais quand il arrive face à moi, Jean-Paul II, ça ne va pas se passer comme c'est prévu, en fait. C'est lui qui s'agenouille devant moi. Il pose ses mains sur mon visage, il se relève, il touche mes cheveux, et là, il me dit, c'est bien toi. Et puis... vous lui dites oui, oui. C'est moi. Donc là, vous avez la preuve que Jean-Paul II aussi vous a vu finalement lors de cette vision qui a eu lieu 1 mois et demi après l'attentat qui l'a frappé. Oui. Hein. Vous avez la confirmation que vous l'aviez bien vu, mais que lui aussi vous avez vu finalement à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, moi j'étais venu pour ça surtout. Je voulais comprendre ce qui s'était passé quelques années auparavant, tout ce qui s'était passé ce 29 mars 1980. J'essayais de comprendre. Parce que Jean-Paul II, donc en mai 1980, a reçu une balle dans l'aorte, enfin à quelques millimètres de l'aorte, une balle qui a traversé sa main et qui a été déviée, qui a suivi une trajectoire mystérieuse, on va dire, oui, improbable. Et Jean-Paul II a toujours dit que c'était la Vierge qui avait dévié la balle, la Vierge et un ange. Dans sa vision, il avait expliqué au monde entier. Il avait vu, il pensait que c'était la Vierge. Il avait, dans cette vision-là, au moment où il était rentré dans le coma, il voyait la Vierge, et puis accompagné sûrement, il pensait que c'était un ange, un enfant. Et donc il avait vu ce visage. Et lorsqu'il m'a rencontré, et qu'il avait pris connaissance des écrits qui avaient été faits avec le curé, en fait, le rapport qui avait été émis ce jour-là, c'était normal, puisque c'était 1 mois et demi avant l'attentat, donc pour lui, il s'était passé quelque chose, en fait. Pour lui, il fallait absolument qu'il retrouve cet enfant. Donc là, il vous dit, si tu savais comme il m'a été difficile de te retrouver. Et il vous dit aussi, ce jour-là, la Sainte Vierge a voulu dévier la balle, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle a utilisé un enfant qui représente la pureté, et c'était toi qui se trouvais ce jour-là à cet endroit. Tu étais sur le passage de la balle. Donc là, vous comprenez pourquoi cette douleur dans la main. Il dit, oui, je suis sûr de ce que je dis lorsque vous lui demandez. J'ai bien reconnu ton visage, si tu savais comme il m'a été difficile de te retrouver. Tout à fait. Voilà. Donc ce pape lui-même n'a certainement confié cette histoire à personne d'autre qu'à son fidèle conseiller, Joaquin Navarro. Très peu de gens, si vous voulez, quelque part, ils avaient mené une enquête et c'était remonté. Si vous voulez, à l'origine, en 81, le rapport qui avait été surmonté par le pape, parce que tous les curés étaient dans une logique, d'autant plus que entre-temps, il y avait une image qui avait apparu sur le mur. Même si quelque part l'Église ne voulait pas confirmer la provenance de cette image, elle avait ce rapport qui avait été fait 1 mois et demi avant et qui détaillait l'attentat, en fait. Donc là, on était comme dans le secret de Fatima, puisqu'on évoquait cet homme blanc, cet évêque en blanc, tombé sous des balles,
Mais là, il précisait sous des flèches, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était des balles. Donc il avait essayé de comprendre. Mais quand il m'a vu en face de lui, il a reconnu immédiatement le visage de celui qui lui avait porté... Donc là, voilà, vous avez confirmation que l'événement que vous aviez autant pour lui que pour moi. Était vraiment... Mais je revois surtout cette image de ce curé qui cherchait à comprendre ce qui se passait, en fait. Oui. Et là, Jean-Paul II, à la fin de la discussion, après qu'il ait évoqué surtout qu'il fallait pas que j'aille contre mon destin, alors là, c'était du charabia pour moi. Mais je revoyais l'image de ce curé et j'ai cru qu'il allait faire un infarctus. D'ailleurs, après la visite du pape, il aura dit à de nombreuses personnes qu'il avait été traumatisé par la venue du pape, sans évoquer ce passage, mais je pense que c'était surtout ce passage-là qui l'avait traumatisé. C'est pas uniquement la venue du pape. Donc à la suite de cette rencontre, le pape insiste pour que vous soyez pris en main quelque part en France par quelqu'un en qui il puisse avoir confiance pour votre éducation, puisque vous habitiez donc une cité HLM à l'époque. Oui. Voilà, donc il craignait peut-être que vous fassiez des mauvaises rencontres et il tenait à ce que vous soyez entre de bonnes mains. Donc là s'ouvre un nouveau chapitre de votre vie quelque part.